Et à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire sur la thématique de comment booster ton énergie au quotidien. Alors, je vais juste faire les petits réglages. Tac, tac. Ok. Je vais ouvrir le chat sur le côté si vous voulez me dire si vous m'entendez bien, en sachant que je me suis installée un peu en décalé, parce qu'on va avoir de la théorie, mais aussi de la pratique. Donc, je me suis installée sur mon tapis de yoga, mais comme je suis un peu plus à distance de l'ordinateur, je voudrais être sûre que vous m'entendiez bien. Donc, si vous pouvez mettre dans... super, les pouces, j'adore. Merci. Bon, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas tout au long du webinaire à interagir dans justement la boîte à questions, le chat. Et comme ça, à la fin du webinaire, je pourrais revenir éventuellement sur les questions que vous auriez eues, que ce soit en lien avec le déroulé ou quelque chose d'autre qui vous vient à l'esprit. On prendra ce temps à la fin du webinaire. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Je me sens véritablement honorée aujourd'hui d'aborder cette thématique, comment booster son énergie au quotidien, parce qu'il s'agit tout simplement bien, de la vie en elle-même, de ce flux qui nous traverse et qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui dans ce monde. Donc, merci pour ce moment que l'on va partager. Merci pour ce temps que vous m'accordez et pour le temps que vous vous accordez. J'espère pouvoir vous transmettre des clés pour pouvoir optimiser votre santé et votre bien-être au quotidien. Alors, en guise d'introduction, avant de commencer, puisque ce webinaire sera aussi disponible en replay, donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais faire une petite introduction. Donc, je suis thérapeute et coach holistique, je m'appelle Céline Dejean, et j'accompagne les hommes et les femmes à créer un équilibre optimal dans leur vie sur le plan perso, relationnel, professionnel, en prenant soin de leur corps physique, l'émotionnel, le mental, l'énergétique, spirituel. Donc mon approche est holistique, c'est-à-dire globale. Et je tiens à préciser juste avant de débuter ce webinaire que je ne suis pas médecin. Puisque je vais aborder quand même des notions scientifiques, mais je tiens à recadrer que je n'ai pas suivi la faculté de médecine. Donc je vous inviterai constamment à conserver ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et à adapter le reste des informations. Et surtout, toujours, je recommande de pratiquer, de tester soi-même et de rester ouvert à l'évolution et au changement, puisqu'il n'y a pas une seule recette pour toute notre vie et pour toute l'humanité. Avant de commencer, ou je dirais plus commençons, mais en termes de début d'initiation, je viendrai sur les définitions. Alors, on va avoir besoin de revenir sur la définition de l'énergie. Donc, je ne vais pas parler de l'aspect énergétique en termes de subtil, mais plus de l'énergie comme étant un courant qui nous habite, une énergie qui est disponible, un capital qui nous a été donné à notre naissance, qui de jour en jour se régénère et est disponible pour la journée. Donc, on peut imaginer une batterie, que ce soit n'importe quelle batterie, et bien, il arrive un moment où nous avons besoin de la recharger. Donc, de la même manière, nous avons besoin des temps de repos, de cet équilibre entre utiliser notre énergie et régénérer notre énergie. Donc ça va être important de le garder à l'esprit, puisque l'idée, justement, c'est d'identifier qu'est-ce qui nous prend de l'énergie et de quelle manière est-ce qu'on peut mettre en place des petites choses qui peuvent être très simples au quotidien, mais qui peuvent nous assurer de régénérer notre système de manière globale, donc que ce soit notre batterie sur le plan physique, sur le plan mental également, parce qu'on va utiliser énormément d'énergie mentale, sur le plan émotionnel aussi, puisqu'il y a des moments où on arrive dans des périodes un peu plus émotionnelles, et là on va utiliser aussi beaucoup d'énergie. Donc voilà, ce point-là sur la définition de l'énergie qui va nous amener aussi sur la définition de la vitalité. Donc la vitalité, ça va être cette énergie que l'on met en action, en mouvement pour créer, agir et je dirais que notre objectif, c'est d'orienter cette énergie-là pour conserver notre motivation, notre détermination et notre volonté.
Et une dernière définition qui, elle, ferait davantage le lien avec la notion, l'approche un peu plus holistique, puisque mon objectif aujourd'hui, après avoir voyagé depuis plusieurs années dans différents pays, c'est de créer ce pont entre l'approche moderne, occidentale et scientifique, avec une approche un peu plus traditionnelle, voire parfois intuitive, qui est transmise dans certains pays orientaux. Et cette notion-là, pour moi, c'est un élément très intéressant. Il s'agit de la Kundalini. Donc, la Kundalini nous vient de l'Inde. Il existe du yoga Kundalini et donc c'est représenté par deux serpents qui s'entrelacent, qui remontent le long de la colonne vertébrale, qui prendraient l'origine dans la base de la colonne vertébrale. Et un serpent représente l'énergie yin, féminine, et l'autre serpent, l'énergie yang, masculine. Et l'idée, c'est de faire remonter cette énergie le long de la colonne vertébrale pour justement faire appel à notre vitalité, à, à faire circuler la vie en soi. Et euh, voilà, je crois que je voulais rajouter un élément sur la Kundalini. Oui, tout à fait. Je voulais rajouter que c'est très intéressant d'observer que dans différentes cultures, initialement la Kundalini vient de l'Inde, mais on le retrouve également en termes de symboles dans l'Égypte antique, chez les Mayas, chez les Chinois, au Japon, et on le retrouve également en France. Est-ce que vous avez à l'esprit le symbole auquel je fais référence? Eh bien, il s'agit du caducée de la médecine française, qui lui-même représente ce serpent qui remonte le long donc du bâton, ce symbole prend racine auprès de la Grèce antique et qui est associé au dieu Hermès, qui est le messager des dieux. Donc, c'est intéressant de voir que ce symbole a réussi à dépasser les époques, à dépasser les frontières pour avoir une approche un peu plus énergétique, subtile, mais qui revient toujours à cette idée centrale, eh bien, de notre vitalité. Alors, maintenant, je vais vous poser une petite question qui va être fort intéressante pour partir, je dirais, pour avoir une base avant de développer et de conceptualiser, plus vous permettre de faire un rapport avec votre propre expérience, votre propre énergie. Alors, vous pouvez le mettre dans la boîte à questions, mettre votre réponse. Donc, la question, c'est, ce matin, en vous levant, pourriez-vous donner un pourcentage de l'énergie dans laquelle vous vous sentiez? Donc, commencez par établir un rapport à quoi ressemble 100% de votre énergie. Et dans l'idée où nous sommes censés régénérer notre énergie via le sommeil, lorsqu'on se réveille le matin, on devrait être à 100% de notre énergie, de notre vitalité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération et on va le voir juste après. Mais je vous invite à mettre dans la petite boîte votre réponse. Quel serait le pourcentage d'énergie que vous identifieriez ce matin quand vous vous êtes levé, donc simplement à l'échelle de cette journée? Et maintenant qu'il est midi en France, on a déjà laissé s'écouler quelques heures depuis le réveil. Est-ce que vous observez une chute ou une augmentation de l'énergie? Est-ce que vous avez plutôt besoin d'un certain temps pour vous réveiller pour avoir un pic d'énergie ou au contraire vous vous réveillez avec un capital énergétique qui va chuter tout au long de la journée et donc en milieu de journée peut-être vous avez un petit down? Ça aussi, ça fait partie des éléments à prendre en considération. Il y a une fluctuation de notre énergie, il y a des cycles et il faut être OK avec, les identifier. Je dirais même surtout en tant que femme, nous sommes cycliques, donc au cours du mois, au cours de ce cycle menstruel de 28 jours, on va avoir des moments où on va avoir plus ou moins d'énergie, mais à l'échelle d'une journée, que nous soyons hommes ou femmes, on va aussi avoir ces cycles-là qui créent des fluctuations. Donc laissez-moi votre pourcentage, questionnez-vous sincèrement sur votre niveau d'énergie quand vous vous êtes levé ce matin. Est-ce que c'était 100% ou un peu moins? Et en attendant que vous répondiez, je vais ouvrir un petit visuel pour vous partager mon écran et rentrer tout de suite dans le vif du sujet de l'approche scientifique. Hop, alors, c'est pas ça.
Donc, afficher, mode plein écran. Ok. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. Vous êtes en train de partager votre écran, j'espère. Alors, donc, on va discuter du système nerveux et du système endocrinien. Alors, le système nerveux autonome, puisque finalement, eh bien, notre corps est très, très magique. Il gère énormément de choses sans que nous ayons besoin d'être proactifs et le système nerveux fait partie de cette automatisation. Et derrière cette idée du système nerveux, on va avoir deux branches. La branche du système nerveux sympathique et parasympathique. Alors, la branche du système nerveux sympathique, vous l'identifiez quand vous êtes en état de stress. Donc, dans le corps physique, il va y avoir des réactions, le rythme cardiaque va s'accélérer, on va avoir potentiellement même des palpitations, on va avoir une circulation du sang qui va aux extrémités des membres pour être réactif. On va avoir de la sueur. Voilà, cet effet-là, quand on est en état de stress, va se manifester dans notre corps physique, tout simplement parce qu'il est en mode fight or fly. C'est-à-dire combattre ou fuir. Et ça se fait de manière automatique. Sauf que ce stress, il peut être réel, c'est-à-dire que je prends un cas extrême, vous arrivez en pleine situation de braquage et donc là, effectivement, il va falloir se mettre rapidement à décider s'il faut se battre ou fuir. Et donc là, notre corps va tout faire pour se défendre. Ou la plupart du temps, eh bien, ce sont des stress qui sont imaginaires ou créés par notre mental, c'est-à-dire la gestion de notre budget financier, la prise de décision, l'orientation professionnelle, dans nos relations, etc. Et donc là, ça va être intéressant de savoir reprendre le pouvoir sur notre système nerveux pour pouvoir calmer et éviter l'accélération de ce rythme cardiaque, éviter les palpitations, éviter les mains moites et partir dans un extrême qui va venir déséquilibrer le système nerveux. Et dans l'autre branche, la branche parasympathique, ici, on a le mode digest and rest, donc digestion et repos. Donc c'est l'inverse. Tout le système se met au repos, le rythme cardiaque ralentit, la circulation sanguine revient davantage pour nourrir les organes vitaux. On va avoir un état de relaxation et de détente. Et celui-ci est plus associé à l'état de régénération. Et entre les deux, on appelle l'homéostasie, cet état d'équilibre. Donc, premièrement, ça va être intéressant d'observer ces états-là, ces changements dans la journée, puisque le stress est la première grande cause de perte énergétique puisque on va avoir un capital en début de journée. Et pourquoi est-ce que en fin de journée, on a vécu des pertes d'énergie? Eh bien, principalement parce qu'il a fallu réfléchir, il a fallu agir, il a fallu choisir. Et toutes ces choses-là vont créer des déséquilibres dans le système nerveux. Et le but de notre organisme, c'est de rééquilibrer notre système nerveux, donc arriver à cet état d'homéostasie, comme on l'appelle. Mais ça va demander énormément d'énergie. Donc, il existe pour cela des exercices de respiration où vous allez pouvoir calmer le système nerveux. Une fois que vous comprenez ces deux branches, donc un mode défense plus fuir ou se battre et l'autre branche digérer et se reposer, on va pouvoir observer le système endocrinien. Donc le système endocrinien, c'est celui qui gère et crée les hormones. Donc on en arrive à ce visuel où on va apporter l'attention surtout sur les glandes surrénales qui sont situées au-dessus des reins et qui crée, qui fabrique plusieurs hormones, dont
l'adrénaline, noradrénaline et le cortisol. Et l'adrénaline, noradrénaline, justement, vont être davantage pour nous pousser à être dans ce mode action. Et le cortisol, lui, il va falloir être vigilant parce que s'il est trop en excès, donc on l'appelle aussi l'hormone du stress, eh bien, il va venir concrètement, véritablement déséquilibrer notre système. Et on va voir juste après qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour équilibrer, pour s'assurer d'avoir un niveau de cortisol qui soit pas euh, euh, un sous-niveau de cortisol ou un trop grand niveau de cortisol. Donc, faisons un point sur l'adrénaline à noradrénaline. Donc, ce sont les hormones de la réactivité, comme je le disais, et c'est ce qui nous permet d'avoir des coups de fouet. Donc, on va pouvoir l'utiliser aussi à bon escient parfois. Vous aurez peut-être déjà fait l'expérience du saut à l'élastique ou de sauter dans un bassin depuis une falaise ou n'importe quel pratique extrême, je dirais sport extrême, qui va vous faire ressentir cette montée d'adrénaline. Certains d'ailleurs sont addicts à cette adrénaline, cette hormone-là, parce qu'on se sent ultra puissant, parce qu'on se sent poussé par une force supérieure. Donc à certains moments, ça va être intéressant d'aller puiser dans l'activation de cette adrénaline pour rebooster notre énergie. Et là, je vous parle vraiment d'un système très physique, très métabolique en tant qu'être humain. Voilà dans quoi est-ce qu'on peut puiser pour booster notre énergie. On peut aussi faire appel à notre montée d'adrénaline. Mais voilà, il va falloir être vigilant puisque comme je l'expliquais dans la branche du système nerveux sympathique, eh bien il va y avoir la respiration plus rapide, la fréquence cardiaque qui s'accélère, la pression artérielle qui augmente, la transpiration qui peut augmenter et si on reste dans cet état-là, c'est un véritable déséquilibre de notre système. Maintenant, le cortisol. Le cortisol, comme je l'appelais, l'hormone du stress, il va falloir être vigilant aussi parce qu'il est rattaché au foie et on peut avoir un déséquilibre du cortisol dû aussi à un déséquilibre alimentaire. Et le cortisol, il est sécrété de façon cyclique dans la journée. Donc, on revient à cette idée ultérieurement où on a des cycles, on a des phases et il faut savoir s'adapter à ces phases et ne pas forcément chercher à lutter contre ce que notre corps est en train de nous indiquer à ce moment-là, mais plutôt l'accompagner dans le mouvement. Si j'ai besoin d'un moment de repos, j'essaye de lui apporter ce repos. Bien sûr, si je suis au travail, au bureau, je ne peux pas forcément m'absenter, faire une sieste, mais je peux faire un exercice de respiration qui va me permettre de ralentir mon métabolisme, mon système. Ou je peux aller quelques instants marcher pour oxygéner mon cerveau et me permettre de remettre en marche mon mécanisme aussi. Et il régule la fonction musculaire. Donc, ça signifie que la fonction musculaire va aussi avoir un impact sur le cortisol. Comme je l'expliquais, si on se met en marche ou faire des mouvements, vous pouvez aussi, au cours de la journée, simplement activer votre énergie, la Kundalini qui est au bas de la colonne vertébrale, vous frottez vos mains ensemble, frottez le bas du dos et vous allez rapidement sentir que l'énergie va recirculer. Euh, donc, on peut avoir un effet inverse, là où le cortisol va avoir un impact sur la fonction musculaire. La fonction musculaire, se mettre en mouvement, va aussi avoir un impact sur la régulation de notre cortisol. Et là où c'est intéressant, c'est de faire le lien aussi sur l'aspect émotionnel, puisque le cortisol a un impact direct sur notre humeur. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant, puisque lorsqu'on est dans un état de stress prolongé, eh bien, on va éventuellement mettre en danger notre humeur. Et c'est là où on voit du coup des sautes d'humeur, des états peut-être anxieux, dépressifs, en sachant que le cortisol devient beaucoup plus important et on va éviter d'aller dans cet excès de cortisol justement lorsqu'on est dans un état de stress prolongé. Le principal rôle du cortisol est de nous donner de l'énergie en situation de pic de stress afin de permettre de fuir, de nous battre ou de lutter. Donc, de la même manière, c'est notre système sympathique qui va s'activer et l'idée, c'est d'aller rééquilibrer avec notre système parasympathique, système nerveux parasympathique.
Donc un cortisol élevé peut être expliqué par du stress, de l'anxiété, de la dépression, un travail de nuit qui peut aussi perturber le cycle de sommeil. Donc important d'essayer d'établir un cycle de sommeil qui soit régulier, des heures fixes pour s'endormir et un certain nombre d'heures pour se reposer. Donc en moyenne, ça va dépendre des personnes, on va pouvoir recommander 7 à 8 heures de sommeil et s'assurer un sommeil qui soit sur la continuité. Une surconsommation d'alcool ou de café va également créer un déséquilibre dans le cortisol, donc être attentif à ne pas être dans la surconsommation de café. Là, on pourrait croire que ça nous aide à donner un coup de boost, et bien finalement, ça peut dérégler notre système hormonal également. Et des troubles alimentaires, donc c'est-à-dire à des repas qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas à heure fixe, ou une attraction pour le sucre, ou des schémas anorexiques, boulimiques, ça peut aussi avoir un impact. Donc, concrètement, comment éviter de sécréter trop de cortisol? Et donc, comme je le disais, la principale solution consiste à gérer son stress. Donc, l'activité physique, pratiquer le matin, ça va vous permettre de réduire le cortisol et d'augmenter la sécrétion de mélatonine pour le moment où vous allez dormir. C'est cette hormone-là qui va faciliter un endormissement. La méditation, donc, pratiquer de manière quotidienne, il y a des études qui montrent qu'on peut avoir des résultats probants à partir de 3 mois. Il ne s'agit pas de méditer forcément tous les jours, mais simplement s'autoriser à calmer son esprit, à se mettre en pause ou à pratiquer la respiration. Ça peut aider aussi à rentrer dans cet état modifié de conscience, puisque la méditation, c'est simplement rentrer dans cet état modifié de conscience. Et donc, la respiration, on va avoir différentes pratiques. Juste après, on va en faire une ensemble et je vous en explique une autre qui nous prendrait 5 minutes. Donc, ce n'est pas celle-ci que j'ai choisi de pratiquer, mais je vous l'explique et puis vous aurez la possibilité de trouver sur YouTube ou sur Internet facilement des exercices. Donc, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque qui va se pratiquer pendant 5 minutes avec des respirations cohérentes, des respirations d'une même durée de 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Donc là, vous pouvez même placer vos mains sur la poitrine et sur le ventre, inspirez sur 5 et on expire. Et on pratique ceci pendant 5 minutes. Ça va vraiment réguler notre système nerveux. Et deux autres points qui sont intéressants à garder à l'esprit et voir à quel point c'est important d'avoir cette vision globale du bien-être, eh bien, ce sont des relations sociales et familiales harmonieuses, parce que oui, le stress peut aussi être généré par notre vie sociale, et une hygiène de vie de manière générale qui soit équilibrée avec une alimentation équilibrée et un sommeil qui soit réparateur. Et là donc parfois c'est au cas par cas où on va devoir rentrer dans les détails pour savoir, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les habitudes, dans les routines pour se garantir une hygiène de vie qui soit plus harmonieuse puisque je pense que ça fait partie intégrante de la prévention, de prendre soin de ce capital d'énergie, de ce capital de vie, reconnaître à quel point la vie est précieuse et que il s'agit d'en prendre soin au quotidien et de ne pas attendre un événement catastrophique, une maladie, un accident, pour réaliser à quel point la vie et l'énergie ont de la valeur. Donc, juste avant de faire le pont entre donc cette approche un peu scientifique, je vais rapidement, c'est juste simplement pour vous donner des clés. Mais aujourd'hui, là, on va passer sur l'approche un peu plus holistique avec les chakras et la Kundalini. Et je trouve que c'est intéressant de commencer à avoir des petites notions scientifiques pour voir à quel point euh, tout ceci ensuite peut être beaucoup plus intuitif lorsqu'on observe en soi et qu'on fait l'expérience à travers soi. Alors, je reviens ici. Tout d'abord, j'aimerais, avant qu'on passe sur l'approche un peu plus holistique, eh bien, vous faire pratiquer.
vous faire pratiquer cet exercice de respiration, l'exercice suivant, qui est quelque chose de simple, de rapide que vous pouvez introduire dans votre quotidien. Donc, toujours pour des exercices de respiration, on va choisir une position confortable. Vous pouvez le faire allongé, assis, en tailleur comme moi, sur un tapis, ou vous pouvez être sur une chaise. Il n'y a aucune prérogative, je dirais. On peut le pratiquer à tout moment, même au volant de sa voiture. Si vous avez les mains libres et que vous n'êtes pas en train de conduire, vous pouvez, comme je disais, rentrer en contact avec votre corps par la sensation, le toucher et donc positionner vos mains soit sur le ventre, soit sur la poitrine, soit les 2 et simplement observer la respiration, la conscientiser, simplement faire une respiration consciente. Puisque comme on l'expliquait au début, le système nerveux autonome, le système respiratoire est aussi autonome. Et bien heureusement, puisque si nous avions à penser constamment à inspirer, expirer, nous n'aurions pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, bien heureusement, nous avons l'automatisation, mais lorsqu'on redevient acteur sur ce mécanisme, eh bien, nous pouvons agir de manière extrêmement puissante. Donc, je vais vous inviter à positionner vos mains, si vous le souhaitez, à redresser votre dos pour essayer d'avoir la colonne vertébrale bien droite, la tête bien au-dessus. On relève légèrement le menton. On est fier d'habiter ce corps, d'être dans cet instant-là. On est aussi dans la reconnaissance de la valeur de cette vie et simplement vous respirez. Essayez de faire une respiration qui soit à la fois abdominale et thoracique et on suit le mouvement, imaginez comme une vague. Inspirez pleinement et expirez pleinement. Et de la même manière, on imagine cette vague et on expire. On gonfle le ventre et la poitrine et on expire. Et encore, on inspire et on expire. Vous pouvez le faire de manière prolongée, mais simplement déjà 5 grandes inspirations vont permettre au système, au métabolisme de se calmer. Et plus vous allez le faire en profondeur, inspirez pleinement et expirez par la bouche pleinement, plus vous allez accompagner ce cycle respiratoire dans son intensité et donc avoir un effet plus profond. Et vous pouvez le faire de manière préventive, donc une petite pratique matinale ou au cours de la journée, vous fixez comme une routine, mais vous pouvez aussi l'utiliser simplement comme un effet un peu sauver l'état de stress et donc en état d'urgence, je dirais, avoir cette pensée, avoir ce réflexe qui se met en place et respirer. Parce que finalement, quand on est en état de stress, eh bien, tout se fige et parfois on oublie même de respirer. Donc l'idée, c'est de revenir et vous observerez naturellement que lorsque vous êtes saturé émotionnellement ou mentalement, c'est la goutte d'eau qui est en train de faire déborder le vase, naturellement, on va avoir envie de souffler parce que notre corps a une intelligence innée qui sait que pour survivre, il va falloir extérioriser tout ça, il va falloir régénérer avec une grande inspiration. Et donc là, c'est, comme je disais, un instinct de survie. En fait, de comment est-ce que je préserve mon énergie parce que si je reste dans cet état de stress, de contraction à l'intérieur de moi, tout se fige et je ne peux plus faire circuler cette énergie, cette vitalité. À partir du moment où je respire, je relâche la pression, je relâche les tensions, je fais circuler à nouveau. Donc, si la respiration consciente n'est pas quelque chose de naturel pour vous, eh bien, je vous invite à essayer de le pratiquer au quotidien pendant un certain temps et vous allez voir que ça va très rapidement se débloquer.
Ceci étant, parfois, on peut expliquer pourquoi la respiration est difficile et là, on fait la transition justement sur les chakras. Donc les chakras, ce sont des roues énergétiques qui viennent là aussi du sanskrit, donc de la philosophie et de l'approche indienne. On recense 7 principaux chakras, mais on en a un nombre indéfini partout dans le corps, puisque ce sont des points énergétiques. Et les 7 principaux chakras vont se localiser à la base de la colonne vertébrale. Donc là, on a le chakra racine de couleur rouge. Quelques centimètres en dessous du nombril, on va avoir le chakra sacré de couleur orange, comme ma tenue. Le plexus solaire en jaune. Et le chakra du cœur, donc au centre de la poitrine, le chakra de la gorge, en bleu, donc en vert, en bleu foncé, en bleu clair, pardon, le troisième œil en bleu plus foncé, plus indigo, et sur le sommet du crâne, on va avoir le chakra couronne qui est représenté de différentes couleurs, qui peut être violet, blanc, arc-en-ciel. Là encore, prenez la couleur qui résonne le plus en vous, celle qui vous apparaît lorsque vous fermez les yeux, si vous arrivez à visualiser. Et là encore, j'aimerais dire que la couleur a une vibration, certes, mais c'est OK de ne pas visualiser forcément la couleur associée au chakra. Mais pour revenir à cette idée-là de la respiration, en fait, on va avoir 2 chakras très intéressants à associer. Ça va être le chakra donc sacré dans notre abdomen et le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est un système nerveux. Donc là, je fais directement le lien avec le système nerveux, avec le système endocrinien. Et donc, on va pouvoir physiquement, scientifiquement associer eh bien, notre chakra du plexus solaire avec l'organe du plexus solaire, avec son action physique. Donc, ce n'est pas juste une approche énergétique lorsqu'on parle du chakra du plexus solaire, mais c'est véritablement lié à notre fonction physique également. Et comme il s'agit d'un système nerveux, eh bien parfois il peut être comprimé, compressé et manquer de liberté. Donc la respiration va pouvoir justement nous aider à libérer dans la cage thoracique. Et après, il y a aussi des pratiques par palpation, mais pour certains, il est difficile de trouver le plexus solaire, c'est très subtil. Donc, vous faire des recherches auprès de professionnels qui sauraient le localiser. Les ostéopathes peuvent le localiser, peuvent agir dessus. Entre autres, on peut aussi avoir des énergéticiens qui peuvent avoir ce toucher-là. Ou alors vous-même aller le chercher sans être trop violent avec vous-même. Après tout, il s'agit de votre corps et donc intuitivement, vous pouvez le retrouver. Donc c'est en dessous de la cage thoracique, des côtes, on va aller chercher un point un peu plus moelleux, un peu plus mou. Et en fait, bien souvent, on va ressentir une certaine douleur, une certaine tension lorsqu'on va appuyer sur ce point-là. Et en venant agir sur le plexus solaire, eh bien, on va poser l'intention de venir libérer, de venir détendre, de venir relâcher. Et on va pas juste faire un relâchement du plexus de ce positionnement-là dans le corps, on va avoir une action, un impact sur notre système nerveux également, et donc sur la gestion du stress. Et le chakra plexus solaire est rattaché directement à notre volonté, à l'action, au mouvement, à la création, à la manifestation. Donc là encore, on revient sur notre idée de l'énergie, de la vitalité. Donc un plexus solaire qui est bloqué va mettre à mal notre volonté, notre motivation, notre détermination et notre capacité à passer à l'action. J'aimerais que vous puissiez avoir cette vision-là que tout est connecté et interconnecté, ce qui me passionne depuis ces années à voyager et à voir à quel point
une petite chose peut avoir un impact sur plein d'autres choses et inversement, plein de petites actions au quotidien peuvent avoir un grand impact sur une même chose. Donc, cette vision-là nous permet d'expliquer aussi parfois pourquoi est-ce que on manque d'énergie. Eh bien, c'est peut-être physique, il y a peut-être quelque chose à libérer physiquement, mais ça peut aussi être énergétique ou émotionnel parce que le plexus solaire est un espace très émotionnel et donc souvent on a une crispation qui va venir se placer dans le plexus solaire lorsqu'on a des émotions refoulées. Donc là aussi, il va y avoir une invitation à gérer ces émotions, à pouvoir les exprimer, les extérioriser, s'en libérer pour ne pas premièrement, émotionnellement, énergétiquement, être alourdi, mais aussi forcément, ça va avoir un impact à plus ou moins long décalage dans le temps, mais ça va au bout d'un moment venir saboter aussi votre esprit, votre mental, vos pensées. Et donc là, on revient sur une fatigue physique et donc on va être dans un cercle vicieux. Mais en agissant par la gestion de l'émotionnel ou par l'allègement des pensées, en libérant la parole ou physiquement en agissant sur le plexus solaire d'un point de vue physique ou par un soin énergétique, eh bien, on va pouvoir libérer. Donc, c'est à la fois complexe d'avoir cette interconnexion entre les choses et à la fois merveilleux, puisqu'on peut agir sur l'un des éléments et avoir une répercussion sur l'ensemble des éléments. Un deuxième chakra que j'aimerais aborder, qui est pour moi extrêmement en lien avec ce sujet, c'est le chakra sacré. Donc celui-ci, comme je disais, il est la plupart du temps on le localise à 2 centimètres en dessous du nombril. Donc là, de la même manière, vous pouvez aller le chercher. Il peut être parfois douloureux. Celui-ci, il est rattaché au hara. Le hara, c'est le centre de la vitalité, c'est le feu intérieur. C'est intéressant là aussi de voir que à travers les différentes cultures, on va retrouver ce feu intérieur qui est représenté toujours au même endroit dans notre corps. Et aujourd'hui, la science parle de notre estomac comme étant notre deuxième cerveau. Donc là aussi, on est en train de créer un vrai lien entre cette partie-là de l'abdomen avec notre cerveau, qui fait totalement sens puisque le système nerveux va être connecté et, euh, et je perds ce que je dis. Euh, Oui, et ce qui est important aussi de simplement observer, c'est que l'ensemble de nos organes, finalement, sont localisés dans cet espace-là du tronc. Et c'est bien ce qui amène aussi la vitalité d'un point de vue purement pratique. La vitalité est générée par nos organes qui sont en bonne santé, qui sont en vie, en bon fonctionnement. Donc, on voit bien l'importance de cet espace-là entre le plexus solaire et le chakra sacré. Et donc, imaginez un feu à l'intérieur. Eh bien, comme dans toute cheminée, c'est ce feu, c'est ce foyer qui va alimenter et qui va créer de l'énergie. Donc, ça va être important aussi de nourrir cet espace. Donc, autant nourrir concrètement par une alimentation qui vient alimenter de manière appropriée notre métabolisme, mais aussi le nourrir d'une bonne intention, d'une bonne énergie. J'aime utiliser cet espace-là pour des visualisations, des hypnoses guidées ou de l'auto-hypnose pour moi-même lorsque je le pratique pour moi. Et imaginer que finalement, c'est de cet espace que vient toute ma créativité, toute mon inspiration, puisque le chakra sacré est rattaché au désir, aux envies, au plaisir, à la créativité également. Et un peu dans l'image de la femme enceinte, ce serait ici que l'on porterait nos projets, nos envies, et on les nourrit, on les alimente, on en prend soin, comme un jardin intérieur dont on prendrait soin. Et quand on arrive à la fin du processus de gestation, eh bien, on va pouvoir accoucher de notre projet et donc donner naissance, ancrer, enraciner. Et donc, c'est le passage, la mise à bas via le chakra racine.
Mais cet espace-là est extrêmement important et c'est de là que vient notre énergie, notre vitalité. Donc, vous pouvez aussi, à certains moments, utiliser l'automassage pour simplement stimuler, cet espace-là qui va en plus avoir un impact sur le système digestif puisque notre système digestif nous apprend aussi énormément de choses. Un système digestif déréglé a des messages à transmettre. Et donc, pour équilibrer, vous pouvez faire dans un sens horaire, puis dans le sens anti-horaire. Ça aussi, ce sont des choses toutes simples. Et puis, j'ai envie d'utiliser aussi cette image de la femme enceinte qui pose ses mains sur son ventre. Pourquoi est-ce qu'elle pose ses mains sur son ventre? Pour se connecter à son enfant, pour se connecter à la vie, pour prendre soin de la vie en elle. Et donc, même s'il n'y a pas d'enfant lorsque nous ne sommes pas enceintes, ou que nous sommes des hommes, eh bien, il y a toujours cette même idée de conscientiser, de prendre soin de cet espace-là intérieur. Et donc de se connecter à ces deux chakras. Je me limiterai à ces deux-ci, même si bien sûr que la vision la plus optimale serait d'aborder l'ensemble des sept chakras et de voir de quelle façon est-ce qu'ils sont harmonisés, équilibrés pour se garantir aussi une bonne circulation de l'énergie, mais je vous laisse aujourd'hui focaliser sur ces deux chakras. Mais cette notion-là, justement, de faire circuler sur l'ensemble de nos sept chakras nous amène tout de suite à la Kundalini. La Kundalini, c'est donc la circulation de l'énergie vitale, comme on l'a vu en début de vidéo sur la définition. Et cette énergie, elle remonte le long des sept chakras. L'idée, c'est vraiment de la faire remonter. Et donc, elle est localisée. Et souvent, on dit que cette énergie est endormie dans le bas de notre colonne vertébrale. Et c'est notre puissance. C'est véritablement l'énergie la plus puissante qui soit, puisque c'est l'énergie de vie. Donc, reprendre conscience aussi de l'énergie de vie en tant que euh, l'énergie de Kundalini m'a beaucoup aidé à reconnecter avec moi, à prendre conscience de la vie qui m'habite pour pouvoir en prendre soin au quotidien. Et donc, qu'est-ce que je peux vous inviter à faire de manière très simple, aussi souvent que vous le souhaitez, puisqu'il n'y a aucune limite à cela, mais je vous le recommande principalement en début de journée, quand vous vous levez, de frotter vos mains, comme je vous le disais tout à l'heure, de frotter vos mains pour créer de la chaleur, activer l'énergie, votre propre énergie qui rentre en contact et qui s'active. Et vous commencez par frictionner le dessus des pieds. Vous remontez et vous faites ça en conscience pendant simplement quelques minutes. Vous remontez le long des chevilles. Et vous pouvez le faire avec moi là. On peut le faire ensemble et vous allez voir que ça peut vous redonner de l'énergie. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de le faire entre deux rendez-vous, d'aller aux toilettes et juste faire ça pendant 2 minutes et ça m'a changé toute mon énergie. Et on fait chaque centimètre du corps, on remonte. Ça a l'air tellement banal, mais je vous garantis que c'est vraiment extrêmement puissant. Et vous prenez un peu plus de temps dans le bas de la colonne vertébrale pour pouvoir activer cette énergie de la Kundalini avec l'intention de la faire remonter, faire circuler. Ici, comme on disait, l'automassage au niveau de l'estomac, dans un sens. Dans l'autre, on respire pendant cette pratique. Donc là, vous pouvez associer l'ensemble des conseils que je vous donnais depuis tout à l'heure. La respiration consciente aussi. Prendre de grandes inspirations, on expire. On passe sur les hanches. On remonte sur la poitrine. On peut prendre un peu de temps sur le chakra du cœur aussi pour se connecter à soi, juste s'apporter de la douceur, de la bienveillance, les épaules. Et on passe au niveau des articulations, on redescend les avant-bras, les mains. Les mains, partie du corps extrêmement intéressante également. Nous sommes en contact d'objets et de personnes via nos mains tout au long de la journée. Donc, lorsque vous serrez la main à quelqu'un, vous rentrez en contact avec son énergie. Lorsque vous posez la main sur quelqu'un, de la même manière. Et lorsque vous attrapez un objet, vous utilisez aussi énormément vos mains pour rentrer en contact et donner et recevoir de l'énergie. Donc parfois, c'est intéressant aussi de conscientiser ce que l'on touche
De la même manière avec nos pieds, nous sommes en contact direct avec la terre. Donc de quelle manière est-ce que je me connecte à la terre et est-ce que je conscientise que la terre a une énergie, a une puissance et est-ce que je peux utiliser cette énergie pour me régénérer également. Juste simplement poser l'intention de prendre l'énergie dans mon corps et de faire un nettoyage des énergies superflues pour pouvoir rendre à la terre et rendre à la nature. Dans le cou, dans la nuque, là, je vous conseille d'aller de bas en haut et de faire ça, même peut-être les yeux fermés, pour apprécier simplement, re-rentrer en contact avec votre corps, découvrir la sensation du toucher avec vous-même. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres humains. Premièrement, nous avons la chance d'avoir ces cinq sens, dont le sens du toucher. Et deuxièmement, nous avons besoin d'être au contact, de toucher, de ressentir, d'être touché. Et donc, pourquoi pas simplement se l'offrir à soi régulièrement. Et on remonte dans la nuque, à l'arrière des oreilles. Et je vous invite vraiment à faire ça chaque matin. Ça va déjà vous mettre dans votre corps, ça va vous mettre dans vos pompes parce que vous allez simplement reconscientiser, ah ok, j'habite dans ce corps. Et vous passez sur la tête et le visage de l'intérieur vers l'extérieur. Ça fait des années que je pratique ceci. Et bon, là, je prends un petit peu d'âge et pour autant, à chaque fois que je rencontre du monde, on me dit, mais c'est quoi ton secret? T'as l'air toujours aussi jeune. Eh bien, je suis convaincue que cette petite pratique, aussi simple soit-elle, du petit massage quelques secondes chaque jour, permet de dynamiser les muscles du visage également. Donc, en plus, multitâche, vous prenez soin de votre énergie, de votre vitalité et donc vous vous offrez rajeunissement. Et là, hop, on termine sur le menton, hop, et en plus ça détend le visage, ça fait du bien, ça détend les yeux, de l'intérieur vers l'extérieur et on termine par le sommet du crâne. Hop. Et là, on secoue. Alors, je ne peux pas vous montrer debout parce que je n'ai pas assez d'espace de recul avec l'écran, mais je vous conseille de sautiller sur place. Hop. Et de vraiment réactiver votre énergie. Et si vous l'avez fait avec moi, eh ben, je pense que vous ressentez l'énergie qui circule à nouveau dans votre corps. Donc, essayez-le le matin et vous me remercierez plus tard. Voilà. Et donc, pour revenir sur cette idée de la Kundalini, alors la Kundalini, c'est un énorme concept et peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter dans un prochain webinaire avec grand plaisir, mais je ne peux pas ouvrir la boîte de Pandore en seulement quelques minutes, donc je resterai sur cette idée-là que la Kundalini, c'est l'énergie vitale qui circule à travers notre corps. Et donc, là, ce qu'on vient de faire, d'activer via le toucher et de shake, de secouer et de sauter, ça permet de faire circuler cette énergie. Nous sommes des êtres de gravité. On a besoin parfois de remettre un peu cette gravité en mouvement pour recréer de la dynamique. Donc ce sont des toutes petites choses simples, comme je disais, de respirer pour pouvoir équilibrer notre système nerveux, notre système endocrinien pour pouvoir garantir un équilibre hormonal, un équilibre nerveux, l'homéostasie, qui va éviter d'avoir des pics de stress qui à terme vont créer un dérèglement qui peut être extrême, qui va demander énormément d'énergie. Et donc inversement, parfois lorsqu'on est en manque d'énergie, il va falloir questionner son niveau de stress, à savoir peut-être qu'il y a une action à mettre en place dans le quotidien pour pouvoir rétablir tout ceci et de manière plus physique et au contact, je dirais, au toucher, c'est vraiment d'utiliser la mobilité, le mouvement pour faire circuler cette énergie, puisque l'énergie, la vie, c'est un mouvement. Lorsque c'est stable, c'est fixe, c'est immobile, eh bien ce n'est plus de la vie, ce n'est plus du mouvement. Donc c'est important de rester en mouvement et d'aller avec la vie et de ne pas mettre de résistance. Plus on va se restreindre, se contracter à l'intérieur, plus on va bloquer notre système, plus on va bloquer notre vitalité et moins ça va circuler et moins ça va aller.
Voilà ce que je pourrais dire en ce temps qui m'est imparti aujourd'hui sur cette thématique. Donc, très honnêtement, en résumé, en termes de pratiques à intégrer dans votre quotidien, maintenant que vous avez peut-être, j'espère, un peu mieux compris comment est-ce que tout ceci se connecte, vous pouvez faire les choses avec plus de conscience et je pense que la conscience et l'intention changent énormément de choses dans le processus et donc intégrer un peu de pratique physique, de la respiration, prendre soin de votre hygiène de vie avec un sommeil réparateur et une alimentation qui vienne nourrir votre centre de manière adaptée et faire prendre soin de cet espace-là, l'ouverture de la cage thoracique. Vous serez d'accord avec moi que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est dans cette posture, ça fait beaucoup moins envie que quelqu'un qui respire la vie. Parce que si on décompose, envie, c'est l'envie, c'est envie. Donc, c'est aussi cette énergie-là qui va faire une aura d'une personne qui a envie de croquer la vie à pleines dents et qui donne envie de rencontrer, de connecter, de créer du lien. Donc c'est important aussi d'être dans cette ouverture, comme je le disais tout à l'heure, de relever le menton et d'être dans cette assurance, dans cette joie simplement. La joie également qui est un élément essentiel pour... pour régénérer notre énergie. Parfois, il ne s'agira pas de dormir pendant 8 heures pour régénérer notre énergie, mais plutôt de faire un bon repas avec des amis ou de la famille. On va rire, on va danser, on va chanter, on va s'amuser, on va plaisanter. On va rentrer à la maison avec le cœur gros de plein d'amour et plein de joie. On va se réveiller le lendemain matin avec une énergie beaucoup plus boostée que si on était resté à la maison devant la télévision. Donc, c'est aussi, là, je reviens sur ce point-là, des relations sociales, familiales, de créer du lien, de l'interaction, de se nourrir de tout ce que la vie met à notre disposition finalement, ne pas se mettre en mouvement en pensant qu'on va garder notre énergie, c'est bien l'opposé de l'idée, c'est plus on va aller dans la vie, plus on va être en mouvement, plus on va s'ouvrir, et plus on va permettre à cette énergie de circuler en nous. Avez-vous des questions? La boîte à questions est ouverte. Pendant que je bois une petite gorgée qui va me permettre d'hydrater ma gorge. Je voulais vous partager aussi sur mon site internet, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, il y a un quiz gratuit qui permet d'identifier s'il y a un déséquilibre, plutôt de calculer votre niveau d'équilibre sur votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Donc c'est la première chose que je propose avant tout coaching, c'est déjà de faire le point avec soi-même sur le niveau d'équilibre actuel, puisque c'est fluctuant forcément avec les étapes de vie que l'on traverse. Ce quiz, il est gratuit, il est téléchargeable sur mon site internet. Il sera disponible dans le lien du replay et je vous l'enverrai par mail pour celles et ceux qui sont en live avec moi. Et donc ce quiz, il est simple, rapide, il permet de mettre en lumière éventuellement là où il y aurait des déséquilibres pour permettre de rectifier justement, puisque mon objectif, c'est d'accompagner tout à chacun à trouver cet équilibre optimal, autant dans sa santé physique, mentale, émotionnelle, énergétique, spirituelle, que sur le plan perso, relationnel, professionnel. Et tout ceci nous ramène à cette même chose, finalement, à la vie, à avoir une vie optimale, harmonieuse, équilibrée. Et donc, ce quiz, c'est le point de départ. Et pour les premières personnes qui font le quiz, j'offre un appel de 45 minutes pour redécortiquer un peu le quiz ensemble et voir éventuellement dans quel domaine de votre vie ça aurait besoin d'être rééquilibré.
selon le score que vous aurez. Peut-être que tout va bien et c'est merveilleux. Et attention à conserver la même détermination et la même conscience parce que eh bien, la vie étant changeante, à un moment donné, on va être équilibré et puis à un autre moment, vous le savez très bien, on va perdre pied, on va se déséquilibrer. Je pense que la vie, c'est la recherche constante de cet équilibre dans un constant déséquilibre. Et si ce quiz met en évidence un potentiel déséquilibre, eh bien, on s'appelle et on discute de conseils, de ce que vous pouvez mettre en place, voire un accompagnement si vous le souhaitez par la suite. Autre chose aussi qui va apparaître très rapidement cette semaine sur mon site internet, c'est le magazine automne, puisque les saisons ont aussi un énorme impact sur notre énergie. J'ai décidé de faire des magazines saisonniers pour vous expliquer quelle est l'énergie de la saison, dans quelle énergie on se situe, qu'est-ce que ça nous invite à faire, dans quelle dynamique, et des petits conseils pour adapter notre routine, notre style de vie, pour garantir de conserver notre énergie aussi, puisque l'alimentation va devoir être réadaptée, le cycle du sommeil, de la même manière que le cycle jour-nuit avec décalage horaire. Je vais dire que le décalage horaire arrivant, ça signifie bien que il y a un changement d'heure de la durée de la journée et de la nuit. Donc, il va falloir réadapter aussi notre cycle du sommeil, le rallonger, le raccourcir en fonction de la nature. Donc, notre alimentation, pour conserver une alimentation qui soit de saison, que notre organisme puisse l'assimiler, parce qu'on oublie bien souvent aussi que nous sommes primaires et que nous sommes animaux. Et de là aussi, c'est intéressant d'aller chercher dans cette énergie primale et de répondre à nos besoins primaires avant tout, donc chakra racine, hein, la base de tout, pour s'assurer d'avoir une structure solide. Et donc ça, pour les personnes aussi qui s'intéressent à tout ce qui est développement personnel, spiritualité, plus on va aller dans les chakras du haut, plus il va falloir prendre soin de nos chakras en bas, de notre chakra racine, de notre stabilité, notre structure, notre ancrage, notre affirmation de nous-mêmes. Et encore une fois, les deux chakras suivants, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire dont on a parlé précédemment. Donc, vous pourrez télécharger aussi le magazine sur mon site internet gratuitement pour avoir ces quelques clés sur la saison automnale, qu'est-ce qui est recommandé de mettre en place. Et je vous expliquerai ce qu'est la médecine ayurvédique puisque j'ai créé le magazine en fonction de l'approche de la médecine ayurvédique. Voilà, j'espère que vous avez pu prendre quelques clés. N'hésitez pas à laisser un message, j'ai encore la boîte ouverte. Vous pouvez marquer éventuellement ce que vous avez retenu pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui a le plus marqué votre esprit? S'il y a quelque chose que vous voulez intégrer dans votre quotidien ou si vous avez des questions, c'est le moment de pouvoir interagir ensemble. Je serais ravie de pouvoir répondre de manière personnalisée s'il y a quelque chose. On dirait qu'il n'y a pas plus de questions. Si vous en avez entre-temps, n'hésitez pas à laisser un commentaire, m'envoyer un message par mail, par Instagram ou en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que vous pourrez trouver des clés, encore une fois, et pouvoir adapter votre énergie aux différents cycles de la journée et pouvoir comprendre un petit peu mieux ce qui se passe de façon physique dans notre organisme et comment cette énergie circule. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.